sommes heureuses de vous retrouver sur le plateau de BCC Channel en direct pour ce nouvel épisode intitulé Empathie, savoir et gouvernement de soi. Dans un espace social actuel souvent désincarné, les relations de la sphère privée sont confrontées à un désir perpétuel de reconnaissance et de publicité. Nous sommes soucieux et inquiets de notre réputation et de notre visibilité. Le discours public se concentre sur la peur de l'autre, produisant des nouvelles mythologies d'invasion et présentant parfois la quête de la vérité scientifique comme une poursuite vaine. Les réflexes de protection de soi sont encouragés et valorisés face à un extérieur présupposé dangereux qui pourrait menacer certains modes de vie. La politique globale est dominée par des gouvernements qui veulent paraître plus forts et plus inflexibles, choisissant d'exercer un contrôle accru dans les domaines de la liberté d'expression, des flux migratoires et des échanges économiques qui sous-tendent nos cultures. Dans nos vies professionnelles, l'injonction de travailler plus, en partie due à une hyperconnectivité devenue la norme, est nourrie par la faible quantité d'emplois disponibles et l'inquiétude d'être toujours remplaçable. Dans un tel contexte à la fois intime et global, personnel et public, le temps de cerveau disponible pour la pensée critique, le soin de soi et de l'autre, le plaisir, la recherche de sens dans nos vies se fait beaucoup plus rare. Le bien-être est devenu un privilège commercialisable. Paradoxalement, nous n'avons jamais eu autant de plateformes dédiées à l'expression de soi. Dans ce contexte, nous proposons d'explorer comment l'empathie et le partage de savoir pourraient retravailler les institutions, les manières de gouverner les autres et soi-même, les capacités d'organiser, les espaces privés, les discours publics, les conduites, les relations personnelles et professionnelles et les administrations, rendant par là même les systèmes structurels d'autocensure, de limitation, de concurrence, de consentement obsolètes. Nous regarderons comment des initiatives modestes ou ambitieuses, individuelles ou collectives, pensées par des auteurs, des artistes, des chercheurs, montrent une quête de nouvelles manières d'être et de travailler ensemble dans notre monde complexe et conflictuel. Comme dans les précédents épisodes de BCC Channel, un chat de discussion est à votre disposition pendant la diffusion de cet épisode pour commenter, échanger, poser des questions, critiquer, vous plaindre ou bien ne rien dire du tout. Cet épisode dure environ 1h15, temps pendant lequel nous vous proposons d'être chez vous, mais un peu ensemble, car la diffusion est en direct. Merci. Dans la première partie de cette émission, nous nous demanderons qu'est-ce que l'empathie et nous examinerons les images et les récits de soi et de l'autre. La première contribution nous vient de l'artiste américaine Jigjia Jonsdottir et s'intitule False Emotions. Habituellement destinée à être visionnée dans un espace d'exposition, cette œuvre vidéo d'une durée de 14 minutes a été ici découpée par l'artiste en 7 parties que vous retrouverez tout au long de cet épisode. On y voit une princesse coupant une douzaine d'oignons blancs alors qu'elle regarde la scène de la mort de Jack dans le film Titanic de James Cameron. L'œuvre évoque le sentiment d'insensibilité, le détachement émotionnel et l'injonction des standards de la romance du rêve hollywoodien. Le deuxième reportage de cette première partie est une conversation avec le psychiatre et psychologue Serge Tisseron à propos de ses recherches sur l'empathie, sur laquelle il a publié plusieurs ouvrages. Il évoque les différents types d'empathie et leur apprentissage, et la manière dont l'empathie humaine peut être manipulée, notamment via des machines et des algorithmes qui imitent les émotions humaines à des fins industrielles ou politiques. On pense notamment à Facebook. La vidéo suivante s'intitule Cuisine empathique avec Souriali, 1001 recettes. C'est un programme de la radio syrienne en ligne Souriali. C'est un média en exil dont la structure est basée à l'étranger. Souriali vise à préserver et à partager la culture syrienne, aujourd'hui dispersée, pour se réapproprier une identité commune et un pouvoir d'agir. Dans 1001 recettes, un compatriote syrien exilé envoie une recette qui lui est chère, avec les souvenirs que celle-ci évoque. Ce savoir culinaire, archivé et redistribué, est un moyen de créer ou recréer des liens avec l'autre. La vidéo suivante s'intitule Purifie l'air et notre esprit. C'est une conversation avec l'artiste Mako Ishizuka, née au Japon et vivant entre la Suède et Paris. Elle nous parle de 2 de ses projets en lien avec l'observation de la vie quotidienne des sociétés dans lesquelles elle se trouve. Ici, elle considère la nature comme un autre, avec laquelle nous pouvons nous identifier. Elle propose des manières de repenser notre environnement et ainsi de changer notre regard et d'améliorer notre qualité de vie en créant des liens avec les autres et avec la nature dont nous faisons partie.
La vidéo Moon ABC est ensuite une œuvre de l'artiste Elizabeth Avjay. Pendant 2 années, celle-ci a créé une typographie à partir de photographies réalisées avec une caméra et la lumière de la Lune. La Lune devient alors un agent de communication technique, mais aussi de transmission d'émotions, car la Lune peut aussi agir sur nos émotions, caractéristique d'un monde de plus en plus technologique. Enfin, notre chronique littéraire s'intéresse dans cet épisode au livre L'Orientalisme d'Édouard Saïd, publié en 1974. Nous examinerons comment, selon lui, cette notion a été construite par l'Occident depuis le début de la colonisation. Cet ouvrage résonne fortement avec l'actualité, alors que Saïd inscrit son travail dans une redéfinition plus large des notions d'histoire et d'identité. Voilà pour cette première partie, restez avec nous sur BCC Channel et je vous retrouve après cette première diffusion. Merci. Well, keep checking them. Keep looking. Is there anyone alive out there? Can anyone hear me? Bonjour, merci de cette occasion d'échanger ensemble. Alors, je m'appelle Serge Tisseron, je suis de formation psychiatrique, docteur en psychologie, je suis chercheur associé à l'université Paris 7 Denis Diderot et membre de l'Académie des technologies. Donc, le mot d'empathie, aujourd'hui, on l'entend beaucoup et très souvent, on le comprend mal. On a l'impression que c'est la capacité de pouvoir se mettre à la place d'autrui. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il y a plusieurs composantes dans l'empathie. Alors la première composante, ce qu'on appelle la composante émotionnelle, elle apparaît aux alentours de 1 an chez l'enfant, c'est la capacité d'identifier la signification des mimiques d'autrui, comprendre ses émotions. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère. La deuxième composante de l'empathie, elle apparaît quand l'enfant va à peu près 4 ans et demi, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est la capacité de l'enfant de comprendre que l'autre peut éprouver les mêmes émotions que moi pour d'autres raisons. Et c'est la possibilité de comprendre que chacun a une représentation du monde différente en fonction de ses expériences. Donc c'est un âge très important chez l'enfant parce qu'avant 4 ans et demi, l'enfant raisonne en termes de gentil et méchant. Et il est incapable mentalement de comprendre qu'on peut avoir des comportements ni gentils ni méchants, mais dictés par son expérience du monde. Et puis la troisième composante de l'empathie, elle se développe entre 8 ans et 12 ans, enfin tout au long de la vie, mais spécifiquement, elle commence entre 8 ans et 12 ans, et c'est la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Donc c'est pas seulement cognitif, comme vers 4 ans et demi, c'est vraiment cognitif et émotionnel. C'est pour ça qu'on appelle l'empathie mature. C'est la capacité de pouvoir se dire, par exemple, je vois que tu es content, empathie émotionnelle, je comprends pourquoi tu es content, même si moi ce qui t'arrive ne me rendrait pas content, empathie cognitive, et c'est aussi la possibilité de se dire, mais si j'étais à ta place, si j'aimais tellement ce qui t'arrive, je serais aussi content que toi. Et donc ces 3 composantes de l'empathie, elles ont toutes besoin d'être encouragées. Celle qui a le moins besoin, c'est l'empathie émotionnelle, un peu plus l'empathie cognitive, et la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. Il faut vraiment imaginer des protocoles pour arriver à l'encourager. Et donc c'est comme ça que j'ai conçu le jeu des 3 figures, avec l'idée d'imaginer une activité théâtrale pratiquée par les enseignants dans les classes, à raison d'1 fois par semaine. Et cette activité théâtrale permet aux enfants de mieux identifier les mimiques de leurs interlocuteurs, parce que certains enfants ont de la difficulté à le faire, permet aux enfants de mieux comprendre les raisons pour lesquelles chacun peut agir autrement que ce qu'on attend, et puis pouvoir se mettre émotionnellement à la place de l'autre, prendre sa place, se mettre dans sa peau. Le développement des travaux sur l'empathie a montré que les gens acceptent beaucoup mieux de faire quelque chose lorsqu'ils ont l'impression d'avoir été compris. Et donc du coup, ça a évidemment donné naissance à toute une nouvelle forme de management, dans lesquelles on n'impose pas directement une décision, mais on la fait passer de telle manière qu'on arrive à faire comprendre qu'on a compris son interlocuteur, qu'on est préoccupé de lui, qu'on est préoccupé de la difficulté qu'il pourra
avoir à appliquer ce qu'on lui demande, mais quand même, qu'on lui demande quand même, voilà. Et donc du coup, il y a une nouvelle forme de management extrêmement vicieuse qui amène à faire passer des décisions très compliquées, très pénibles pour ceux qui doivent les appliquer, mais les faire passer de la manière la mieux aménagée possible. Mais parallèlement à ça, il faut voir aussi que le développement technologique, le développement du deep learning, permet aujourd'hui à des machines d'avoir une connaissance fine des émotions que les gens peuvent éprouver, surtout en utilisant des données de Facebook, like, voilà. Des logiciels finalement qui peuvent créer artificiellement le sentiment pour l'usager qu'il aurait affaire à un humain qu'il comprendrait, alors qu'en fait c'est un robot qui gère des millions de données. Et donc ça c'est un énorme danger évidemment, parce que vous voyez que la capacité d'empathie de l'humain est limitée, voilà. C'est difficile de comprendre qu'est-ce que vous aimez vraiment si ce n'est pas quelque chose que moi j'aime aussi, mais une machine n'a pas d'état d'âme pour créer l'illusion qu'elle partage les mêmes centres d'intérêt que quelqu'un, parce que une machine n'a rien à dissimuler, elle peut totalement simuler. On s'aperçoit que chez l'être humain, pour renforcer l'empathie, il va falloir donner des informations sur la manière dont les autres vivent, déjà, c'est le rôle de l'école, il y a des gens dans des pays différents qui vivent différemment de nous, ils ont d'autres points de vue sur le monde. Il va falloir évidemment développer l'empathie, c'est le jeu des trois figures, mais il va falloir aussi permettre aux gens de faire des choses ensemble. Et on sait aujourd'hui que la meilleure façon de développer l'empathie des individus, c'est de leur fixer une tâche commune. Ils se découvrent, ils découvrent leurs compétences respectives, ils apprennent à s'apprécier, à se respecter, et vous voyez que l'empathie, elle ne s'apprend pas seulement par des informations qui sont données en amont sur ce que sont les autres, elle se découvre aussi dans des activités partagées. Les kusamachi me rappellent la maison de mes parents en Syrie et notre dernière réunion de famille avec mes sœurs, leurs enfants et la famille élargie. Bien sûr, notre famille au complet ne se réunit que quelques jours par an. Tout le monde est occupé à travailler ou vit dans une région, un pays, voire même un autre continent. Les courgettes farcies est un plat qui lie notre famille. Le parfum de la menthe, de l'ail et de la sauce tomate cuite sur un feu doux m'évoque le souvenir de notre salon, de notre maison et même de notre quartier. On arrêtait le ventilateur de plafond même en été pour ne pas refroidir la nourriture. Je n'ai pas de nouvelles de mon quartier, tout le monde a quitté le pays et nous ne connaissons pas les gens qui sont restés. De nombreux Syriens ont changé leur façon de cuisiner. Maintenant que je suis à l'étranger, j'opte pour la facilité lorsque je cuisine. Je ne fais que des variantes plus faciles des plats. Réaliser des recettes traditionnelles en utilisant toujours de bons produits. Les Syriens de l'intérieur des terres ont plus de difficultés que les autres à avoir accès à la nourriture. Les causes des difficultés sont le siège de certaines régions et villes, le prix élevé et l'indisponibilité des matières premières, le faible niveau de production agricole. In my art practice, as well as in my daily life, I deal with psychological and physical distances, using my experiences and imagination as a springboard. After I left the environment where I grew up in Japan, I felt people appear to be more engaged within oneself.
Kaleidoscope in Society is a series of social projects in which I look at the society with the eyes of a stranger and also of an inhabitant. I suggest an antidote to certain social situations with my small intervention as a prototype. Pure diffusion is one of these interventions. My nose feels irritated often in Paris, and I notice so many people complaining, expressing their negative emotions on the street. So I decided to work on this bad atmosphere, polluted air, and people in bad mood in Paris. The pollutants and toxins can cause headaches and irritations, and some plants can purify the air, filtering them. A single plant might not do a lot, but what if everybody in town takes care of these air purifying plants? The plants may not only improve the air quality but also the life quality. I bought 2 plants that purify the air and are easy to grow and propagate. Ivy and spider plants. I had joy taking care of them. I cut vines and tubers and placed them in water, and over 8 months, 2 mother plants produced more than 80 baby plants. I presented the project with the plants at the window gallery in the residential area of Paris. In the end of the exhibition, which lasted for 1 month, I distributed the plants to the visitors as well as the passers-by. It can be for oneself, but also for their families and friends. When I handed the plant, I also taught how to take care of it, including how to propagate, so that they can also spread the baby plants to more people. People seem to be happy to receive a plant, maybe because it is for free. Some sent me the photos how the plant grows at their place. Such reactions made me content. At the grocery shop, I noticed there are quite a few bananas that are beaten up or missing the stem, and often standing alone away from clusters. When buying bananas, people divide as much as they want from a cluster in many places in Europe. I imagine that people ruin some by being not careful when searching or dividing, and avoiding the ones that do not look perfect. I started to see these left bananas as if humans, like the ones that are bullied in the class. They grew up to be appreciated by people eating, not to be thrown away. So when I'm buying bananas, I collect these left bananas to give a shining life. Also, the beaten up bananas are sweeter. Same with mushrooms, I collect the left ones, and aged and slightly dried ones have much deeper taste of umami.
Pour leur part, les Français et les Anglais, et dans une moindre mesure les Allemands, les Russes, les Portugais, les Italiens et les Suisses, possèdent une longue tradition de ce que j'appellerais l'orientalisme, qui est une manière de s'arranger avec l'Orient fondée sur la place particulière que celui-ci tient dans l'expérience de l'Europe occidentale. L'Orient n'est pas seulement le voisin immédiat de l'Europe, il est aussi la région où l'Europe a créé les plus vastes, les plus riches et les plus anciennes de ses colonies, la source de ses civilisations et de ses langues. Il est son rival culturel, et il lui fournit l'une des images de l'autre qui s'imprime le plus profondément en lui. Écrit en 1978, cet ouvrage se révèle d'une actualité brûlante dans le contexte du monde post-11 septembre, de la France après les attentats, de la montée continue des nationalismes en Europe et aux États-Unis dans l'Amérique du gouvernement de Donald Trump. On peut dire que la déconstruction politique et culturelle de la polarité Orient-Occident qu'on trouve dans ce livre nous invite à repenser nos représentations et la relation entre les connaissances scientifiques et la politique. Édouard Saïd examine comment la représentation de l'autre est construite, mais aussi comment l'Occident a élaboré sa propre identité par opposition à un Orient fantasmé. Il nous parle alors du contexte historique de l'extension des empires et du colonialisme. Il montre que l'orientalisme serait une justification idéologique de l'impérialisme économique, culturel et politique. Well, my interest in Orientalism began for two reasons. One was an immediate thing, that is to say, the Arab-Israeli War of 1973, which had been preceded by a lot of images and discussions in the media and the popular press. And the second one, which has a much longer history in my own life, was the constant sort of disparity I felt between what my experience of being an Arab was and the representations of that one saw in art. I mean, I'm talking about very great artists, you know, like Delacroix and Ingres and Jérôme and people like that, novelists who wrote about the Orient, you know, like Disraeli or Flaubert. And, you know, the fact that those representations of the Orient had very little to do with what I knew about my own background in life. Le cinéma et la télévision associent l'arabe soit à la débauche, soit à une malhonnêteté sanguinaire. Il apparaît sous la forme d'un dégénéré hypersexué, assez intelligent, il est vrai, pour tramer des intrigues tortueuses, mais essentiellement sadique, traître, bas. Les bandes d'actualité et les photographies de presse montrent toujours les Arabes en grand nombre. Rien d'individuel, pas de caractéristiques personnelles. La plupart des images représentent la rage et la misère de la masse ou des gestes irrationnels, donc désespérément excentriques. Derrière toutes ces images se cache la menace du djihad. Conséquence, la crainte que les musulmans ou les Arabes ne s'emparent du monde. Well, Gramsci, in the prison notebooks, says something that has always tremendously appealed to me, that history deposits in us, our own history, our family's history, our nation's history, our tradition's history, which has left in us an infinity of traces, all kinds of marks, you know, through heredity, through collective experience, through individual experience, through family experience, through relations between one individual and another. A whole book, if you like, a series of an infinity of traces, but there's no inventory. There's no orderly guide to it. You know? So Gramsci says, therefore, the task at the outset is to try to compile an inventory. In other words, to try and make sense of it. And this seems to me at any rate, to be the most interesting sort of human task. It's the task of interpretation. It's the task of giving history some shape and sense for a particular reason, not just to show that my history is better than yours, or my history is worse than yours. I'm a victim and you're somebody who's oppressed people and so on. But rather, to understand my history in terms of other people's history. In other words, to try to understand, to move beyond, to generalize one's own individual experience to the experience of others. And I think the great goal is, in fact, to become someone else, to transform itself from a unitary identity to an identity that includes the other without suppressing the difference. That, he says, is the great goal. And for me, I think that would be the case.
Merci d'être resté avec nous sur BCC Channel. Pour cette deuxième partie, nous allons nous intéresser au concept d'intérieur et d'extérieur et nous intéresser à des outils pour le savoir et les relations avec l'autre. La première vidéo d'Amar Al-Beik s'intitule « Blesser les olives », titre qui correspond à une expression en arabe qui désigne l'incision longitudinale de chaque olive pour faciliter leur maturation. L'auteur s'intéresse ici à la relation entre culture, agriculture et alimentation. Il s'interroge sur l'importance philosophique des olives dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, la rubrique « Dans l'atelier de l'artiste » rend visite à l'artiste Laetitia Sonami. La vidéo s'intitule « Instrument régulateur interface ». L'artiste parle et joue de son nouvel instrument, la Spring Spire, tout en examinant les concepts d'instruments, de régulateurs et d'interfaces dans les champs de la musique électronique, mais aussi de la vie humaine. La vidéo suivante s'intitule « The Switch » de Agiad Aboukoura. Elle évoque la relation entre monde intérieur et monde extérieur à une époque de destruction et de violence massive. Dans My Neocortex et Computer Computer, Elisabeth Hadjay poursuit son exploration de l'alphabet lunaire. Les questions, apparemment enfantines, sont impossibles à résoudre facilement. L'artiste questionne la manière dont la technologie modifie à la fois notre cerveau, notre niveau d'empathie et la manière dont nous changeons nos schémas sociaux dans la société. Ensuite, nous avons une vidéo de The Big Conversation Space intitulée « Écoute, conversation à l'heure de la reproductibilité numérique à la Panacée ». Pour le Talk Show Festival à la Panacée en juin 2018, Niki Corse et Clémence Dongolfi et moi-même ont proposé une œuvre qui interroge la manière dont nous prenons part à la conversation dans le présent, à une époque où cette dernière est moins un échange entre des individus qu'un discours diffusé sur les plateformes à un public anonyme. Et notre réception filtrée par des algorithmes qui montrent surtout ce qui nous est déjà familier. The Big Conversation Space propose ici un échange avec les visiteurs de la Panacée par l'intermédiaire d'un jeu de cartes comportant des questions spécifiques au contexte du festival, où chaque interlocuteur peut réfléchir à son usage des médias et à des notions comme la vérité, la relation entre information et politique, l'art, l'empathie et le discours, montrant comment l'écoute et la tentative de se comprendre peuvent être des outils de résistance. Merci et à tout à l'heure sur BCC Channel. Silver color and kind of like fits this
wheel pretty much. I'm not a very good nail polisher, but it doesn't matter, people can't really see. But then when I play, it kind of shows. Sometimes I get better comments about the nails than about the music, you know. People notice the nails for some reason. I guess it's something like women doing electronics, you know. If you get like kind of like if you get more, if you get kind of like a little more glamorous, it gets people's attention. Why do you think that is? Oh, I think it's because of the tradition of male electronics, and that also it's all about the music, it's not about anything else, you know. That kind of music has a little, I have to put my diamond too, but I'll do that later. So kind of this idea that, you know, it's all about the music and it's not about appearance. So I think it's a lot about appearance. You know, it's like conveying some kind of feeling of certainty. So glamour, it's not very glamorous, but glamour help some kind of create an image of certainty, for me at least. So you see it as like a form of preparation? You know, preparation and kind of concentration and some kind of entering a space of spectacle in a certain way, even though you can't really say what I do is spectacle, but it is a certain presentation or a certain act. So the nail polish is the simplest way, because I don't really do costumes that much. So it's a very lazy way of creating persona. It's my lazy persona. See? It's pretty good. Oh, I have to put the diamond too. Yeah, put this one here. See, it just changes everything. What are the things you're connecting right now? Now I'm connecting the audio signals so they can be analyzed by the computer. So there's 3 audio signals and that are coming from these things here. That's one of them. So I'm connecting them so that most of the work is actually done by the software, the neural networks. So that's how I'm connecting. I keep on thinking, oh, I should have something, you know, something that looks good, you know, kind of a nice plug or something. But then I'm like, you know, nobody can see this, so it's like whatever. Oh, you have to choose your rituals. Otherwise, we'll never get there. See? I can't see too well here. They're like silk. They feel like silk. I went to a spring store in Paris. There's spring stores everywhere, but springs rule the world. You know, you have springs to everything. From like trucks, use springs for their shock absorbent, to like watches. Everything is ultimately made with springs. They're very interesting. Why these specific strings for this? It had to be kind of like, you know, every springs have very different tensions, and these ones had a nice feel, a nice movement, and because they're activating the signal, I had to have some kind of not too tight, but just, you know, nice enough springiness. And I mean, it has to do with the lengths, how tight they are, but also it just feels really nice. So this is like telling the neural networks. I'm loading the neural networks and it's saying like how many parameters is it going to look at? How many features does it have to extract? So in this case, it has to extract 18 features from the wheel.
What does it what does it mean to extract it? It's looking. It's looking at particular features of the signal that's controlling. That's going to be the input to the learning system, to the neural networks. So it's just saying, this is what is relevant, and this is what it was trained with. So you have to make sure that when it plays back the models, that it's actually using the same extraction. It's like extracting features. Like this is the signal coming from the extractions, and then if you look at the, let's see, analysis, feature extraction. So it's looking. These are the three inputs from the three different microphones or pickups, and then it's looking at different bandwidth of this signal, and then it's going to go, and it's going to be mapped to various features. So for instance, if we go to the audio synthesis, you can see all these numbers of the audio synthesis, which are the parameters that are being controlled by neural nets. So if we hear something, Okay, could you say more about the neural, what is actually happening, especially Okay. with the neural network? so in this case, we have some inputs. It could be anything, but in this case, it's just the pickups from the spring. So we never hear the springs. But the neural network looks at the features that are being extracted from this audio signal. That's the input to the neural network. And the models in the neural networks have been trained with this input. So you need to tell it, this is what's relevant, this is what you need to look at, and this is how you're going to control the system. So this is the input to the models, and the system has been trained with this input to output a certain number of parameters. So the parameters are the synthesis, the control of the synthesis. So what happens is that we can then train the system, and I say, okay, when there's these conditions, maybe I'm just moving it like this, it's going to be this sound. When there's this thing, it's going to be this. When I just do very softly, it's going to be this thing. It could be anything. It could be pictures. It could be, any kind of information that you're trying to control. But in this case, it's audio. So it's like it learned all these states. There's a certain state on the input. There's a certain state on the output. If you want to use it correctly, it's supposed to always give you this particular output when you give it a particular input. So for instance, for emergency system, you can say when the bridge is under that kind of stress and this and that many cars and this and that, sound the alarm. But in my case, I was not interested in having it learn correctly. So because it's always chaotic, it's never really learning things in the most accurate way. So it's always approximating some kind of state. And so that gives me a chance to get new sounds, because it's never really doing the synthesis that I told it to do. It kind of moves around the synthesis. So here's a kind of a white field, or this one. So sometimes I get nice sounds. So I like this sound. So I'm going to restrain the learning system, and I have much more fine control. Kind of nice. See, it's surprising me. So I have to listen, and I have to catch the sound, and then I go back to the bigger, wider system, and it's kind of making it bigger. I like this sound too. So now when I do this, it doesn't make much. It doesn't really do much. But if I open back the system, it's going to give me something. So I have a variety of sounds, but if I have a very narrow training system, like here, it's just doing that sound. That's the frozen, it's not really being modified. But then if I go, it's changing a bit. It's very narrow. It doesn't do very much because I've
didn't give it much big space. What do you mean by training system? The training system is like, again, in the neural network, you have to train the input to, you have to train models. You have to train the system so that it looks at certain inputs for a certain type of result, you know. So if you do, I don't know how it works in surveillance, but you can say, I'm going to train you so that you always recognize that this person is probably a criminal, you know. So you give it criterias. I mean, I'm exaggerating, but it's kind of like you have to make, with the artificial intelligence systems, with the software, you have to get it to, you have to tell it kind of like a child, when this happens, this is what you do, okay? So when these kind of people come in, you know, this is what you're going to do. Sound the alarm, whatever, you know. So it's very interesting. I haven't really looked into it too much because that's not my field and that's not what I'm too interested, but I have to be aware of it, that you know, that it actually has, it's based on a value system, you know, definitely. So what is this sound? Like it's just a like. So this sound is like it's one of those, it's like the synthesizers, but it's like fixed in a state because it's not being modified by the neural nets. So if I start going like this, then it starts, and it'll start moving back to its natural state. Okay. So it's kind of like a river's constant stream until something. Like until a fish jumps up. Yeah. Okay. Something like that. Yeah. So that's like its neutral point, and then it goes. Oops. I have to do this again. Oh no, this doesn't go here. So another dormant state might be this. So nothing happens. You know, it's just its normal thing, and then it has a very slow space to move. Mm-hmm. Some of them have really large spaces to move through, but this one is that's all it does. So they each are kind of like characters, I guess. They're like characters that have certain skills. Mm-hmm. And habits. And habits, yeah, exactly. That's a good term, yeah, habits.
Le regard. C'est quoi Ça fait partie de votre travail du coup. Ouais, exactement. C'est vous qui avez créé les cartes? Oui. Et en fait, on a réfléchi à des cartes spécialement pour ce festival, en fait, Tokyo Festival. Donc, c'est vrai que notre travail, il est sur le discours de toute façon, mais là, c'est quand même plus lié à l'actualité aussi, sur l'influence des réseaux sociaux dans la politique, etc. Ok. Ce genre de choses. Ouais. C'est souvent participatif comme ça? Oui. Hop, je la regarde. Voilà. Quel type d'activité faites-vous pour distraire votre cerveau des tâches quotidiennes qui vous occupent l'esprit? Quel est le rôle des réseaux sociaux après une rupture sentimentale? Waouh. J'en sais rien. Ça sent l'expérience ou pas? Je crois pas. J'ai pas l'impression de... Je l'aime pas, je vais changer. Celle-ci, voilà. Avez-vous déjà regretté un tweet? Non. Pensez-vous que l'ouverture et la transparence du gouvernement soient essentielles au bien commun? Que l'ouverture, c'est quoi la transparence du gouvernement? Tout ne peut pas être tout ne peut pas être transparent. Voilà. On sait très bien qu'il se passe des choses Oui, comme c'est pas... dont on ne Mais parle pas, parce que c'est des trucs comme disent secrets, certains, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan... a déjà été dépendant d'un outil de communication. Oui, oui. J'ai eu des informations, j'ai eu un doute après, mais je pense que j'ai été dépendant, oui, en ce qui me concerne. En tout cas, je me suis trouvé confronté à des informations, des médias. Non, mais c'est un outil de communication. Ou un outil de, Téléphone, l'outil de communication, voici, ça peut on être est un tous téléphone. loin des Plutôt des informations, vous dites, en fait. On n'a pas tout à fait répondu parce que je serais tenté de dire que la dépendance, elle est essentielle aujourd'hui, elle est prioritaire avec tout ce qui est téléphone, smartphone, etc. Parce que vous avez les informations et nous sommes dépendants de ça en temps T, c'est-à-dire à la minute près. Et vous prenez la mauvaise habitude, quand vous avez loupé une information, d'aller la rechercher. Connaissons-nous des autres à travers le prisme des médias? En fait, c'est plutôt ce que il veut nous montrer. Il veut nous montrer, en fait, c'est une sorte d'apparence forcée et aussi le désir d'être quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de choses, pas seulement l'apparence, mais aussi on peut retrouver les caractères. Les caractères, l'envie de partager quelque chose plutôt qu'autre chose. Là, tu penses plutôt aux médias sociaux, en fait. Oui. Ouais. Selon moi, il y a des choses qui sortent plus honnêtement dans les réseaux sociaux tels que Facebook, en fait. Peut-être que devant un écran, tout seul, la personne peut s'exprimer mieux, réfléchir un peu plus, ou avoir le courage de partager quelque chose de sa propre sensibilité. D'accord. Plutôt que le faire en face.
Et c'est aussi quelque chose pour augmenter pour l'estime de soi-même, en soi-même, Ouais. en fait. Oui, parce qu'il y a les mèmes, etc. Ouais. Les commentaires. Et en fait, je pense que maintenant, on est dans une période où l'homme surtout, selon moi, la femme, mais l'homme, il s'ouvre un peu plus vers soi-même, vers sa propre sensibilité. Et des fois, c'est grâce aux médias sociaux, parce qu'en fait, tu peux aussi trouver trouver aussi des rapports avec des autres personnes. Je suis pas l'unique personne, la seule personne qui pense ça. Oui, te connecter aux autres, trouver des gens qui sont comme toi. C'est aussi une sorte de communauté. Ouais. Une sorte de communauté, mais en même temps, c'est une façon de faire la communication, de la conversation, quelque chose de un peu superficiel, un peu pas trop engagé quoi. Mais c'était pas non plus. On n'avait pas forcément d'heure à laquelle on devait l'utiliser, mais aussi c'est un peu pas. Enfin, on avait d'autres choses à faire, on l'utilisait pas forcément. On regardait quand même un peu des cassettes. Nous on enregistrait, on regardait le lendemain ce qui passait tard, mais il n'y a jamais eu vraiment de. Enfin, parfois les gens ont l'impression que les enfants vont avoir envie d'être collés à la télévision. Alors, le matin on regardait les dessins animés quand même. Puis il y avait toujours les pubs. Maintenant, quand je regarde les dessins animés, je me dis qu'il y avait quand même beaucoup de pubs avant Noël et tout. On se faisait quand même bien attaquer par les pubs, céréales et tout. Et puis finalement, on l'utilisait pas non plus tant que ça. Mais par contre, j'avais du mal à concevoir qu'il y ait des gens qui n'avaient pas la télé chez eux. Moi, quand j'avais des amis qui me disaient j'ai pas la télé chez eux, je disais ah ouais, t'as pas la télé. Surtout que c'était quand ton enfance à peu près. Moi, je suis né en 97. 97. Oui, c'est un choix idéologique, tandis que moi, c'était un fait de c'était société. normal, ouais, c'est ça, exactement. Dans les années 2000. Tandis que là, c'est vraiment un choix Oui, idéologique. c'est par défaut presque. Ouais. Oui, si on n'a pas la télé aujourd'hui. Mais moi, je trouve que ça a encore changé maintenant parce qu'en fait, on regarde tellement sur l'ordinateur. Non, aujourd'hui, j'ai plus la télé. Il n'y a pas besoin d'avoir une télé. Ouais, c'est ça. Le plus, c'était bien. Oui. J'ai plus la télé. Ah, j'ai plus la télé. Ben oui, parce que effectivement, c'est sur un téléphone portable. Ouais, non, je l'ai plus. On regarde les programmes. Mais je vais regarder des programmes de la télé sur l'ordinateur. Voilà, ouais. Donc on regarde quand même la télé. Donc je la regarde quand même, mais sans la télé. Ouais. Oui, mais sans le côté où tout le monde regarde la même chose en même temps. Parce que Ouais, c'était voilà, ça quand même ça. le principe de la télé. Ouais. Il y avait 3 chaînes. Enfin, au début, il y avait une chaîne. Bon, ça, c'était quand même encore avant. Après, il y avait 3 chaînes. Je suis quand même pas vieille à ce point-là. Et... Mais je pense qu'on nous a imposé vraiment la télé. La télé était imposée un peu. Enfin, on allumait la télé et on regardait ce qu'on nous donnait à voir. Alors que maintenant... Parce que les trucs sur YouTube, c'est... Non, enfin, pas sur YouTube, les fils, etc. Ah ouais, non, ça aussi, ouais. Ça a remplacé en quelque sorte. Oui, ça a remplacé. Ça impose au quotidien. Non, c'est vrai, ça impose aussi, ouais. Bah, en tout cas, je pense que maintenant, il y a cette idée que le spectateur, il choisit. Mais effectivement, c'est un peu une fausse idée. C'est pas si simple que ça. Parce qu'effectivement, sur Internet, en fait, on choisit pas tellement. La question du choix, c'est valable quel que soit l'outil. Et je pense aussi que c'est une façon pour dire... on s'est rendu compte qu'on est vraiment beaucoup dans le monde. Et peut-être que des fois, on s'est rendu compte qu'on ne compte pas. On ne compte pas trop dans le monde. Et donc, c'est la façon pour dire moi j'existe. Je suis là, j'ai des amis, les tout enregistrés. Et oui, c'est vrai. je fais partie de la vie. Ouais.
Dans cette troisième et dernière partie, nous vous proposons d'explorer les systèmes pour se gouverner soi-même et pour se comprendre. Nous regarderons d'abord la vidéo What Makes You Rich de Agiad Aboukhoura, qui fait référence à l'écrivain Alan Watts, écrivain qui s'est intéressé aux religions et à la spiritualité. Ensuite, dans Exploring the World of Ellen Derrick's Dreaming, l'artiste Arthur Fléchard propose une bande-annonce pour une narration en préparation racontant la vie d'une association de propriétaires dans le quartier de Glendale à Los Angeles. L'histoire se concentre sur les relations, affects et émotions, entre les propriétaires et sur les règles de la copropriété, observant comment les gazons et les jardins, visibles à tous, sont soumis à des normes et à des régulations dans chaque quartier. La nature est alors directement façonnée, voire produite par l'homme, alors que ces gazons poussent en laboratoire dans cette zone pourtant désertique des États-Unis. Nous visionnerons ensuite un extrait d'archives intitulé « Bertolt Brecht s'exprime devant la Chambre sur des activités anti-américaines ». En effet, en 1947, le poète, dramaturge et théoricien allemand, vivant alors aux États-Unis, a été appelé pour témoigner devant le comité des activités anti-américaines, étant accusé d'avoir écrit des poèmes, pièces et écrits très révolutionnaires. Cette vidéo est un enregistrement de son témoignage. Ensuite, nous regarderons une autre recette empathique de l'émission 1001 recettes de Radio Souriali. Et enfin, pour terminer, nous rêverons à des modes de vie meilleurs avec un clip vidéo de Kepler 452b, groupe artistique basé à Berlin, mêlant danseurs, cinéastes, designers, musiciens et plasticiens initiés par l'artiste Mali. La vidéo est un lancement de la nouvelle collection de vêtements Kepler Collection by Devon Zhang. Le concept de migration planétaire est ici une métaphore de la transformation personnelle, du travail collectif et de la notion de communauté. Ensemble, le groupe Kepler 452 imagine de nouveaux modes d'être ensemble dans un futur monde égalitaire et durable sur la planète habitable Kepler 452b, découverte en 2015. Merci et à tout à l'heure sur BCC Channel. What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose, I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? Well, it's so amazing. As a result of our kind of educational system, crowds of students say, well, we'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. Or another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. I say, do you want to teach in a riding school? Let's go through with it. What do you want to do? When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing. Are there not two greens? The verse that plays with the words and the one that plays with our senses? The verse that awakens our thoughts and the one whose touch appeases our sorrows? Are there not two perspectives which converge into a vanishing point, itself oriented towards the earth? The lawn is like the poet. Its plot is its island. Her name is Margie, and she's speaking with two friends, Jerome and Agustin. Next to them is standing Helen, who's not familiar with them, but who sees in them an emotional potential. We're sitting at Peter's home, our actual
president for the monthly meeting of the Glendale co-owners. Since Carl's death, which was extremely brutal for all of us, the organization has been looking for a full-time treasurer. And we see in Helen, new among our ranks, a potential recruit. Once the drama reaches an end. Margie's left, tears rolling on their cheeks, then wiped away. The Ferrelli twins recall Carl, their faces inward. They hold a picture taken a year ago where one distinguishes our group united among the flames. We pass this image on to each other all around the table. Memories mix up in a final impetus, then Peter puts it back on the table. His sigh is touching and decides to declare the General Assembly open. Is it true that you have written a number of very revolutionary poems, plays, and other writings? I have written a number of poems and songs and plays in the fight against Hitler, and of course they can be considered therefore as revolutionary, because I, of course, was for the overthrow of that government. I would like to ask Mr. Brecht whether or not he wrote a poem, a song rather, entitled Forward, We've Not Forgotten. Forward, we've what? Forward, we've not forgotten. Our strength in the fights we have won. No matter what may threaten, forward, not forgotten. How strong we are as one. Only these our hands now aching built the roads, the walls, the towers. Did you write that, Mr. Brecht? No, I wrote a German poem, but that is very different, you see, from this thing. Are you now, have you ever been a member of the Communist Party of any country? Mr. Chairman, I have heard my colleagues, and they considered this question not as proper, but
I am a guest in this country and do not want to enter in any legal arguments, so I will answer your question fully as well I can. I was not a member or am not a member of any Communist Party. Your answer is that you have never been a member of the Communist Party. That is correct. You were not a member of the Communist Party for Germany? No, I was not. Le Faté me rappelle nos réunions de famille chaque vendredi. Le Faté est depuis longtemps un plat sacré dans notre famille. Je me souviens surtout de mon père, c'était lui qui le faisait. Nous travaillions sous ses ordres et faisions tout ce qu'il nous demandait de faire. Mon père ne faisait que ce qui lui venait du cœur. Aujourd'hui, mon père a été enlevé par Daesh comme des centaines d'autres personnes. Depuis que nous sommes partis de Raqqa, nous n'avons plus de nouvelles de notre maison. Depuis 2013, nous avons parfois mangé le Faté, mais il n'a plus le même goût depuis l'enlèvement de mon père. Depuis ce jour, notre famille ne s'est plus réunie. Notre maison à Raqqa était notre principal lieu de réunion. Elle est actuellement occupée par Daesh. Ces 5 années ont été comme un long rêve. Nous avons pris conscience que nous sommes des êtres humains et que nous avons le droit de vivre. Nous avons appris que dans les pays d'accueil, si loin de chez nous, chaque être humain a des droits. And of course, the precious liquids vous disjoncter.
Merci à toutes et à toutes, à tous et à toutes, d'avoir regardé l'épisode 5 de BCC Channel sur l'empathie, le savoir et le gouvernement de soi. J'en profite pour vous rappeler que BCC Channel est un projet d'Alexander Hobbs et de The Big Conversation Space, composé de Nikki Korth et moi-même, Clémence Domgolfier. Ce projet a commencé en 2015. Tous les épisodes précédents sont visionnables en replay sur le site le149.net. Nous espérons que vous vous sentez plus proches les uns des autres ce soir, en ces temps d'effondrement des écosystèmes et de montée des extrémismes politiques de tout genre. Et nous restons avec vous sur le chat encore quelques minutes. Nous vous proposons de nous retrouver le mercredi 14 novembre en Californie pour la diffusion de cet épisode en anglais à 19h30 heure locale. Merci à toute l'équipe du 149, Anna S et Sacha Béraud qui soutiennent et diffusent BCC Channel. Très bonne soirée à tous et à bientôt.